Montrer les coulisses des tiers-lieux, c'est la mission que l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, a confiée à l'équipe du WIP pour comprendre comment on monte un tiers-lieu, comment il fonctionne au quotidien, quels partenariats se créent entre des acteurs publics, privés, associatifs, citoyens pour faire vivre ces projets. Nous allons aller visiter 7 tiers-lieux, labellisés par l'État Fabrique de territoire, tous très différents. Nous allons aller à la rencontre des gestionnaires des tiers-lieux, des partenaires de projets, des utilisateurs, des élus, des techniciens, qui vont nous raconter comment le projet s'est construit, comment il est perçu, comment il fait évoluer les acteurs du territoire et comment il transforme les façons de faire. Ensemble, on va parler des difficultés et des succès, de la genèse à la transmission des projets. Dans les coulisses des tiers-lieux, on met en lumière ce qu'on ne voit pas pour vous aider à mieux comprendre ces lieux si singuliers. Épisode 2, Station A. Pour cet épisode, nous sommes en Aveyron, à Station A, un tiers-lieu situé dans les anciens haras en plein centre-ville de Rodez. Nous allons rencontrer Alan Hay, gestionnaire du tiers-lieu, Luc Pourrat, gérant du restaurant La Prairie, installé au cœur du haras, et Marie Lacaze, conseillère régionale en Occitanie. Avec eux, on va découvrir comment le projet se construit depuis 2017, comment la phase de préfiguration s'est mise en place en 2020 au sein des haras, et comment il a fallu créer plusieurs structures juridiques pour faire face à la diversité des activités développées. Nous allons aussi nous pencher sur le rôle du restaurant et sur l'importance de l'agilité et de la transmission dans les tiers-lieux. On vous souhaite une bonne écoute dans les coulisses de Station A. On commence avec Alan qui nous donne sa définition du tiers-lieu. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui faisait sens pour nous dans le tiers-lieu, c'était le côté généraliste et le côté où on allait retrouver des activités qui n'ont pas l'habitude de cohabiter les unes avec les autres et que c'était à partir de cette cohabitation qu'on allait essayer de générer du sens sur un espace. Nous, ce qu'on veut essayer de faire dans le tiers-lieu qu'on porte, c'est justement de dépasser les gentrismes et un peu les entre-soi que peuvent créer parfois les lieux quand ils sont vraiment à destination d'un seul public. On peut réfléchir à ce lieu pour aller chercher des gens qui ne sont pas des initiés du mouvement associatif, mais par contre des gens qui peuvent juste venir parce qu'il y a une activité pour leurs enfants, parce qu'ils viennent boire un verre ou participer à un événement culturel, et voilà. Concrètement, chez vous, dans l'espace, dans le modèle économique, ça se combine comment ? Nous, vraiment, cette vision généraliste, c'était d'arriver à construire un modèle éco pour exploiter un lieu dans lequel on allait avoir des choses qui étaient, entre guillemets, rentables avec du tertiaire ou du bien-être, et aussi des choses qui l'étaient beaucoup moins avec de l'artisanat, avec de la culture, voilà, des espaces qui sont beaucoup plus compliqués à rendre marchands. Concrètement, cet ancien haras transformé en tiers-lieu, c'est 4500 m² de bâti et 51 000 m² de terrain occupés par les usagers du lieu. On les appelle aussi ici les stationnautes. Ce lieu, il pourrait s'apparenter à une place de village. On y retrouve un jardin pédagogique, un jardin partagé, un Ripper Café et même un bar-restaurant plutôt original puisqu'il prend vie dans un bus. En plus d'être un lieu de rencontre, d'apprentissage et de création, ce lieu multidisciplinaire est aussi au service du développement économique du territoire. En effet, il est imprégné par la culture entrepreneuriale, de par son activité d'accompagnement aux porteurs de projets, mais aussi par son activité locative, donc de mise à disposition d'espaces pour du coworking, des salles pour des réunions ou des ateliers pour de l'artisanat. Ici, les disciplines et les publics se croisent et pour en arriver à ce résultat, il a fallu réfléchir en amont à un projet de tiers-lieu qui répond à un besoin. Ce processus de réflexion, il débute en 2017 et Alan Hay nous raconte cette phase de lancement. Nous, en fait, dans la préfiguration et dans le travail qu'on a fait en amont et bien avant le moment où on a commencé à s'intéresser au lieu, on a été rencontrer un peu les acteurs du territoire pour voir quelles seraient les activités qui verraient se développer dans un futur tiers-lieu. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait 7 grands sujets qui allaient guider un peu notre réflexion sur le contenu du tiers-lieu, qui sont en fait des sujets sur lesquels on avait identifié que soit sur le territoire local, soit au niveau national, il y avait besoin d'apporter un peu d'innovation. Donc à ce moment-là, c'est 2018-2019, vous êtes structuré en association ? Ouais, on a créé une association de préfiguration dont on savait dès le début que son statut, il était de préfigurer un tiers-lieu, et donc du coup qu'il s'éteindrait au moment où le tiers-lieu existerait vraiment. On a aussi également pris un petit local qui s'appelait la Sousta, dans lequel on a assuré des permanences tous les vendredis soirs pour rencontrer les Ruténois. Et on a eu quelques grands événements, on en a eu à peu près tous les 6 mois. C'était des réunions publiques où les Ruténois venaient et se faisaient expliquer
quel était le projet de tiers-lieu et voir de quelle façon ils pouvaient prendre part à la vie du projet. Bien sûr, on s'est appuyé sur le tissu asso, on s'est appuyé sur les gens qui étaient déjà très impliqués dans la vie publique ou dans les différentes structures de démocratie participative, mais aussi il y a quelque chose sur lequel on a été complètement décomplexé dès le début, c'est d'aller voir le tissu entrepreneurial. Cette phase de préfiguration a duré plus de 2 ans et Station A a eu un rôle d'animateur, de fédérateur. Et au total, ce sont 350 adhérents, dont une cinquantaine d'entreprises du territoire qui ont participé à la construction du projet. Une fois cette phase de préfiguration amorcée, il a fallu ensuite s'organiser et se structurer pour trouver des partenaires et penser l'installation dans un futur lieu. Les modèles de tiers-lieux sont quand même difficiles à expliquer. Est-ce que tu pourrais nous décrypter dans le cadre de Station A les différentes organisations que vous avez créées pour convaincre les partenaires de vous suivre dans le projet ? Tout ce que j'ai raconté avant, c'était hors les murs, entre guillemets. C'est un programme archi et des grands équilibres économiques qu'on avait établis en fonction d'une capacité de remplissage que l'on avait et sans se projeter dans un lieu. Et ensuite, le modèle économique, il a été très très influencé par le lieu parce que en fait, le lieu dans lequel on se situe, c'est des anciens haras et qui est aujourd'hui la propriété du département. Et il faut savoir que le département avait lancé un appel à projet dans lequel il souhaitait réfléchir à la reconversion de ce lieu qui était inoccupé depuis 2017, mais il n'avait pas prévu d'argent ni pour le fonctionnement ni pour les investissements. Et du coup, c'était quoi le cadre fixé avec vous ? Ils nous ont fixé un certain nombre de contraintes. La première était « Montrez-nous un modèle dans lequel vous êtes capable d'équilibrer votre modèle économique. » Okay. Ensuite, ils nous ont dit « On voudra que la structure preneuse, il y ait forcément la Caisse des dépôts d'associés. » Donc on a rencontré la Caisse des dépôts et la Caisse des dépôts nous a dit « Ok, ça nous semble intéressant, on va contre-expertiser votre modèle économique. » Et quand ils ont dit que le modèle économique était assez robuste et tourné, ils nous ont dit « Bon, on n'est pas contre rentrer, par contre on voudrait être associé à une banque du territoire. » Donc le modèle qu'on a proposé au département, c'était de monter une structure foncière qui allait porter la réhabilitation du gros œuvre, dans lequel il y aurait la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole. Et nous, on souhaitait absolument y être, notamment avec les chefs d'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient prêts à investir de l'argent dans un projet immobilier. Et la Caisse des dépôts nous a imposé à l'époque donc une maîtrise d'ouvrage déléguée qui devait assurer la garantie finale d'achèvement et le respect du coût travaux. Il se trouve que c'est Belleville, donc il y a une foncière responsable qui porte plusieurs projets de tiers-lieux en France, qui a décidé de rentrer et qu'en plus de rentrer dans la foncière, maintenant ils vont rentrer dans d'autres structures. Donc ça, c'était pour porter la réhabilitation du gros œuvre. Et est-ce qu'il y a eu d'autres demandes ? Là, il y avait une autre contrainte qui a été positionnée par la Caisse des dépôts, c'est qu'elle voulait avoir un seul locataire. Et là, nous, on a proposé de créer comme exploitant une SIC, donc qui exploite l'intégralité du site, qui sous-loue à tous les occupants. Donc les occupants, c'est stationnotes, c'est à la fois un télétravailleur qui va venir une demi-journée par mois, mais aussi le resto, qui est une structure qu'on a créée aussi et qui va peser plusieurs dizaines de milliers d'euros de loyer annuel. Voilà. Donc en fait, on retrouve le schéma avec le propriétaire qui reste le département, qui loue à une foncière sur un bail à construction de 50 ans qui s'occupe de la réhabilitation du gros œuvre, et cette foncière loue à un opérateur qui est la SIC, qui elle s'occupe de toutes les réhabilitations internes, donc 1,3 million de travaux. Voilà. Et donc cette SIC, elle, aujourd'hui, on a une centaine d'associés qui sont déjà issus du territoire ou des entreprises du territoire qui sont mobilisées. Et, voilà. Et ensuite, aujourd'hui, on est 86 occupants dans le tiers-lieu en préfiguration et louent ou utilisent, parce que parfois c'est pas forcément payant, le tiers-lieu de façon régulière. La SIC, donc, elle est en train de mener des projets d'intérêt territorial, elle a une partie locative, mais elle déploie aussi d'autres activités gratuites. Et du coup, comment ça se répartit dans l'organisation ? Le métier d'un opérateur de tiers-lieu, c'est un métier d'ensemblier. Donc c'est l'idée de voir comment on fait cohabiter tous ces gens-là autour de la place du village et comment on met un peu d'huile dans les rouages pour faire que ça fonctionne. Et en fait, cette huile, c'est souvent toutes les activités qui génèrent du flux ou qui génèrent du sens. Et moi, je dis souvent que notre métier, c'est d'arbitrer un grand équilibre entre les activités qui génèrent des revenus, qui sont des activités marchandes, et les activités qui génèrent du sens. Et nous, notre métier, c'est de dire, bon, mais voilà, les activités qui génèrent des revenus, elles doivent financer des activités qui génèrent du sens pour qu'on en fasse vraiment un carrefour pour les rues ténois. Voilà. Vous l'avez compris, Station A, c'est plusieurs activités.
Comme on vient de l'entendre, il y a Station A, Investissement, qui participe à la société d'investissement et du portage immobilier du Haras. Deuxièmement, Station A est son activité d'opérateur, qui s'occupe de la gestion immobilière, du service aux résidents, aux usagers, ainsi que les animations et événements. Et Station A Alimentation, qui regroupe la restauration, le bar et les activités éducatives autour de l'alimentation. À ce sujet, nous sommes allés interroger Luc Pourrat. Il est gérant du restaurant La Prairie et va nous expliquer comment le projet s'est monté et comment il s'organise pour partager les cuisines avec un autre projet de restauration, le restaurant d'insertion Lien. La Prairie, c'est l'espace central. La Prairie, c'est l'espace central. C'est un peu la place du village. On se retrouve et après, on s'intéresse au reste. Au départ, il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure de cuisine, il y avait une asso, vous avez monté une entreprise. Alors c'était sous forme d'association de préfiguration parce qu'il fallait se transformer en SIC. Mais surtout sur la partie restauration, moi j'ai tout de suite été clair en expliquant qu'on allait générer des profits et qu'il fallait monter quelque chose de lucratif, donc une société où on paye des salaires comme tout le monde. Et bon, ça ils l'ont vite compris. Après sur place il n'y avait rien. On s'est toujours dit, on peut le faire, on fera ça comme ça, on va améliorer, on verra. Et c'est là où j'ai vu, moi, la force d'un collectif. Et ça, je ne connaissais pas. C'est ce qui m'a le plus impressionné, et je pense ce qui me tient dans cette aventure, c'est que quand tu veux monter ton affaire pour toi, c'est long, c'est dur. Tu es tout seul, tu galères, et ça prend du temps. Là, moi, on m'a dit, on va faire un resto là-dedans, il faut couler une dalle, il faut amener des évacs, il faut... J'ai dit oui, mais on n'ouvre pas dans... Enfin, là, il nous faut 2 mois. Et en fait, en une journée, tu as 30 personnes qui viennent. Tu crées des chantiers, tu apprends à tout le monde à faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, qui va permettre au collectif d'avancer. Et on a réussi à monter en un mois un restaurant. Et là, donc, il y a la restauration de plein air. Ouais. Il y a aussi d'autres formes de restauration qui se sont mises en place, notamment avec un chantier d'insertion Exactement. Et Lien. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait un sens à faire tout ça. Pourquoi on allait préparer des sandwichs, vendre de la bière, préparer des frites, c'est que derrière il y avait un chantier d'insertion à mettre en place et c'est vrai qu'on a été épaulé avec la famille Brasse qui eux étaient prêts à tenir ce chantier d'insertion et ils nous ont dit nous on vous laisse carte blanche pour gérer la partie lucrative entre guillemets et ça va nous permettre derrière de développer ce chantier là et moi j'ai trouvé ça génial en fait parce que on est tombé sur des gens qui étaient forcément sortis du chemin du travail, de la vie, qui avaient des difficultés, peu importe l'âge, parce qu'il y a eu des jeunes, des moins jeunes, et arriver, en fait, te dire, toi, tu travailles, et tu arrives à donner une deuxième chance à ces gens-là, et d'une des très belles manières, parce que ça a été un succès cet été, le restaurant d'insertion. Ça se passait comment? Vous partagiez les cuisines Alors, nous, on leur donnait, carrément, on fermait. La Prairie fermée et c'était le restaurant Lien qui prenait nos cuisines. Donc moi j'aime à dire que en gros on travaillait possible, c'est plutôt que de prendre des bénéfices, on les réinvestissait pour par exemple ce chantier d'insertion. Donc on a acheté du matériel pour que des gens sans expérience puissent cuisiner en sécurité, qu'il y ait assez de place, qu'il y ait ce qu'il faut. Et eux donc le lundi, mardi prenaient la place du restaurant, on fermait, ils avaient leur menu, ils avaient leur clientèle. Et ça donnait un autre atout à la Prairie et on voyait les jeunes qui ils souriaient, ils s'investissaient, enfin, c'était génial. Et en plus le mercredi nous on réouvrait la Prairie et on les prenait pour qu'ils voient aussi une autre manière de fonctionner, de travailler dans une équipe déjà en place et je sais que sur les 6 qui étaient, il y en a 5 qui ont trouvé du boulot donc c'est beau hein. Ouais. Ça a bien fonctionné hein, vraiment. On veut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour du profit et amener juste un espace de restauration en plus, qui a aussi, en venant manger ici, vous allez découvrir les gens qui sont sur place, vous allez découvrir ce que c'est qu'un tiers-lieu, on va vous amener de la culture et une autre forme de culture qui est différente. Voilà, cette ouverture d'esprit, moi c'est quelque chose que je connaissais pas et en fait c'est ce qui me dit tous les jours, j'ai envie d'aller là-bas parce qu'il va se passer quelque chose de nouveau et je veux en faire partie, je veux donner du mien, c'est ça qui est incroyable quoi. Après cette étape de préfiguration puis d'installation, pas question pour Station A de s'arrêter en si bon chemin. Désormais, il faut consolider son réseau et l'élargir. C'est à ce moment-là que l'équipe du tiers-lieu est allée toquer à la porte de la région pour leur demander un soutien financier dans le cadre du développement de projets d'intérêt généraux.
Nous avons eu la chance de croiser dans les couloirs du Haras Marie Lacaze, récemment élue à la région, qui a découvert le lieu en tant qu'usagère et qui nous raconte ce changement de posture quand il s'agit de comprendre comment le lieu fonctionne de l'intérieur. En tant qu'élu, on découvre le lieu d'une autre manière, avec un autre œil, et les difficultés et la complexité en fait du lieu, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la mise en place, de la création, du développement. Derrière, il y a toute une grosse machine en fait de fonctionnement. C'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place, d'où ce dont on parlait en fait, cette mise en réseau en fait de connaissances, la mutualisation en fait, je pense entre les tiers-lieux que je découvre et qui je trouve est extrêmement positif parce que mutualiser les connaissances, les savoirs et les savoir-faire, ça permet d'aboutir à des projets fortement intéressants, quoi. Et des projets très différents, que ce soit des projets ruraux, des projets un peu plus citadins, avec des thématiques différentes. Cette mise en réseau dont nous parle Marie Lacaze, elle fait partie de l'essence même de Station A. En 2021, le tiers-lieu s'est vu labellisé Fabrique de territoire, un label qui lui confère un rôle de mise en commun, porté vers la création d'activités, la coopération entre acteurs et le développement local. On retrouve Alan qui nous explique ce que Fabrique de territoire leur a apporté et quelles sont désormais les missions qui leur incombent. On a quand même Fabrique de territoire qui a été quand même un dispositif hyper intéressant sur la partie financement parce qu'elle nous a permis de financer de la masse salariale, ce que quasiment aucun financement public ne peut faire. Et donc en période d'émergence financière, moi j'ai passé 2 ans à 100% bénévole et la 3e année j'ai pu me salarier grâce à Fabrique de territoire. Et ce qui nous est demandé dans le dispositif des Fabriques de territoire, c'est cette pédagogie à destination de d'autres tiers-lieux, c'est le retour de best practice ou le retour d'expérience qu'on peut faire pour d'autres tiers-lieux. Et aussi, il y a tout ce qui nous passionne maintenant énormément, qui est tout ce qui est prolongation de l'action publique, d'intérêt général, d'utilité sociale. Ouais, notre cycle, elle est labellisée ESUS. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, aujourd'hui, on se prend de passion à voir comment, avec les chefs d'entreprise, mais aussi tous les gens qui sont dans le projet, on peut être un élément moteur pour le territoire. Aujourd'hui, quand d'autres tiers-lieux ou des collectivités nous appellent pour monter des projets, à chaque fois, ils nous posent des questions sur des sujets sur lesquels on a fait des bêtises. Il y a une espèce de cheminement à faire, d'apprentissage, et une courbe d'apprentissage qui est spécifique au tiers-lieu, et que soit il faut avoir des gens qui accompagnent, soit il faut accepter que le tiers-lieu, il va partir dans une voie, faire une erreur, revoir son modèle, repartir dans une voie et tout ça. Comme l'explique Alan, Station A, tel que l'on connaît aujourd'hui, n'évolue pas dans un modèle totalement figé. On expérimente, on corrige et on met en place. Et cela vaut aussi pour les entrepreneurs ou associations qui viennent profiter du lieu, car il est un terrain favorable à l'expérimentation et au démarrage d'activités. On retrouve d'ailleurs Luc qui, par son regard de professionnel de la restauration, a vu son secteur d'activité évoluer. Il nous explique pourquoi avoir choisi s'installer dans un tiers-lieu. Toi, dans la restauration, dans les pratiques que tu as pu avoir ici, est-ce que ça peut t'influencer dans d'autres pratiques de restauration que tu aurais, soit dans ton resto, soit dans d'autres affaires que tu pourrais monter ? Moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que de toute façon, la restauration, c'est très difficile. Et ça va être de plus en plus difficile parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, le personnel veut plus travailler 5 jours sur 7, midi et soir, veut avoir ses week-ends comme tout le monde, et je le comprends. Aujourd'hui, votre boulanger, il vous fait un plat du jour, le bureau de tabac, il vous propose un café emporté, donc si vous voulez, nous, il faut se repenser. Voilà. Je ne dis pas que c'est la révolution, mais je pense qu'il faut se repenser. Et pour moi, la nouvelle restauration, c'est dans un tiers-lieu, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Parce qu'en fait, les gens, ils peuvent plus, aujourd'hui, en tant que consommateur, tu vas pas juste venir chercher un sandwich, un plat et une discussion. Tu vas venir chercher un cadre, une histoire, passer la journée. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est la nouvelle restauration, c'est pas juste acheter un fonds de commerce avec pignon sur rue et dire bon, j'ai un bon emplacement, ça va marcher, on y va. Aujourd'hui, les gens, le consommateur est en attente d'autre chose.
Après avoir étudié les différentes phases d'évolution du projet, on termine cet épisode avec Alan Hay pour parler avenir. Et plus précisément, comment, grâce aux facteurs humains, on pérennise un projet comme celui de Station A. Est-ce que tu peux nous dire si vous êtes déjà en train de penser à la transmission et comment vous pensez mettre ça en œuvre ? Si on veut que ce projet se perpétue et puisse être transmissible, être accessible à d'autres générations, il y a d'abord la formation de l'équipe. Alors ça peut paraître paradoxal parce que quand on parle de SIC, on parle souvent de gouvernance horizontale et tout ça. Mais nous, aujourd'hui, je me rends compte que s'il n'y a pas l'équipe qui sait comment ça marche, c'est très compliqué de faire de la démocratie participative. J'ai l'habitude de dire, si vous dites, par exemple, ça a été le cas pendant 4 mois où tous les week-ends on a refait toutes les clôtures de la ferme pédagogique, si vous dites aux gens venez faire les clôtures de la ferme pédagogique, ça ne marche pas. Si par contre vous avez un service civique, un salarié qui est là pour dire ah ben les clôtures ça se fait de telle façon, les marteaux ils sont à tel endroit, le grillage il faut aller le prendre à tel endroit et tout ça, là vous avez des gens qui sont prêts à dépenser une énergie folle dans le projet. Et donc la transmission, elle se passe essentiellement par avoir une équipe de salariés ou de services civiques ou de gens très très impliqués qui est bien formée et qui sait comment fonctionne le projet. Dans les coulisses de Station A, on aura découvert une équipe hyper soudée, des projets d'intérêt général qui côtoient des entreprises traditionnelles, une capacité à toujours apporter des solutions aux problèmes rencontrés et une volonté assumée de rester généraliste pour accueillir le plus grand nombre. Si vous voulez compléter vos recherches sur ce tiers-lieu, nous vous invitons à cliquer sur le lien en description qui vous redirigera sur le site de l'ANCT où vous pourrez y découvrir des supports complémentaires qui appuient les propos que vous venez d'entendre. Sinon, on vous donne rendez-vous dans 1 mois pour visiter les coulisses du 2-4, un tiers-lieu basé en Mayenne. D'ici là, portez-vous bien.